Deuxième partie de cette conférence, toujours sur le thème de la réforme dans le monde musulman au XXIe siècle. Seulement cette fois-ci, on va prendre un autre auteur qui est, lui, pour le coup, du XXe siècle, mais dont les idées, on peut dire, étaient un peu précurseurs. Et aujourd'hui, beaucoup de chercheurs travaillent sur la réflexion, le fameux donc, Malik Benabi, qui avait des idées du XXIe siècle, on va dire ça comme ça. Alors, pour ça, donc, on a invité notre cher Jamel Khameri. Comme pour Khalid Ahmadja, je le présenterai à la fin. Comme ça, vous ne savez pas qui il est. Et quand je vous le présenterai, vous direz ah oui, c'est parce que ça se voit que c'est à peu près ça le profil, ou pas. Donc, que je le laisse parler dès maintenant. Il a dit qu'il fera moins de 45 minutes, il préfère laisser le temps au débat. D'accord. Donc, on va le laisser parler un peu, présenter qui est Malik Benabi, quelles sont sa pensée et la réforme qu'il y a derrière. Bismillah. Salam alaikum. Donc je viens après. Il parle fort, hein, parce que je viens après Khalid Ahmadja. On a voyagé dans l'eschatologie musulmane. Moi, ça va être une autre ambiance, un peu plus rationnelle. Donc, pour prévenir celles et ceux qui avaient voyagé lors de la conférence précédente dans tout ce qui était eschatologie, fin des temps. Malik Benabi également pense également que l'islam sera la fin des temps. Il ne fait peut-être pas forcément, il ne développe pas autant cette science de l'eschatologie comme d'autres le feront plus tard, comme Imran Hussein. Donc je remercie Gomaka pour la tenue de cette conférence, en particulier Abdelaziz, Jamel, Khalid et vous également. Vous êtes venus ce samedi pour une présentation de deux voies du réformisme en islam en France au XXIe siècle, en tout cas qui peuvent inspirer la communauté musulmane en France au XXIe siècle. Donc l'intérêt pour la pensée de Malik Benabi est double. La première, c'est qu'il a été ignoré de son temps. Donc s'intéresser à quelqu'un qui a été ignoré de son temps, effectivement, ça donne envie effectivement de le connaître et de savoir le pourquoi. Comment se fait-il qu'une réflexion de cette envergure a été peu connue, méconnue, mis de côté, ignorée. Et enfin, dans un second temps, de savoir que sa pensée, finalement, est aujourd'hui d'une actualité saisissante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Malik Benabi est mort en 73, donc il y a 42 ans, et quand on le lit, il y a une actualité saisissante, rafraîchissante. Et c'est ce qui, moi en tout cas à titre personnel, m'a donné envie de m'intéresser à Malik Benabi. Donc la conférence, il y a un double objectif. Le premier, c'est une introduction à la vie et à l'œuvre de Benabi. On ne peut pas en moins d'une heure rentrer énormément dans les détails, mais considérons cette conférence comme une introduction à la vie et à la pensée de Benabi. Et le deuxième objectif, en tout cas, il faut que ce soit une invitation, j'espère qu'à l'issue de cette conférence, ce sera une invitation en tout cas à le connaître davantage ou de l'approfondir pour celles et ceux qui le connaissent déjà, qui l'étudient depuis déjà quelques temps. Donc mon propos il sera rythmé en 3 temps. Le premier temps c'est de revenir sur sa vie, donc sa biographie, sa bibliographie. Dans un second temps, on va revenir sur la notion, la définition de la civilisation que donne Malik Benabi. Et enfin, on terminera sur les apports intellectuels de Benabi pour aborder les problématiques de la communauté musulmane en France. Parce qu'il s'agit ça, je rappelle un petit peu le thème de notre rencontre, c'est les voies du réformisme en islam en France au XXIe siècle. Et l'idée, effectivement, c'est de voir en quoi Benabi peut nous être utile. En quoi peut-il nous être utile? Bien, donc parlons de Malik Benabi. Donc Malik Benabi, il est né en 1905, il est mort en 1973. Il est né à Constantine, donc au début du XXe siècle. Pratiquement 16-17 ans après, il étudie à la médersa de Constantine, d'où il sortira diplômé en 1925, avec une spécialisation, le droit musulman. Donc ce qu'il faut savoir sur les médersas, c'est que vous en aviez 3 en Algérie dans les années 20, dont une à Constantine, et que c'était une manière, influencée par Alexis de Tocqueville, de former des auxiliaires de justice pour l'administration coloniale, pour gérer les affaires des indigènes, comme on disait à l'époque. Donc,
1925, il est diplômé. 1925, il fait le pari fou d'aller en France. Il n'a jamais connu, il ne connaît pas la France. Il connaît la gestion coloniale de la France en Algérie, mais il ne connaît pas la France. Donc il voyage avec un ami faut que je parle plus fort. Il voyage avec un ami en France et les difficultés financières font qu'il est contraint de revenir. 2 ans après 1927, il réussit à obtenir un poste de Adel. Donc le Adel, c'est un auxiliaire de justice, des affaires, des questions du droit musulman, donc à Aflou. Et 3 ans après, avec l'aide de ses parents, de son père et de sa mère, il décide de partir en France, donc pour poursuivre ses études. Donc un profil comme le sien, il se dirige, en tout cas c'était un petit peu son profil, il se dirige vers l'Institut des langues orientales, et il sera refusé. Il n'y a pas on ne lui explique pas le pourquoi du comment, il sera refusé. Pourtant c'était un bon élève, mais il a été refusé. Et chemin faisant, il s'inscrira donc à l'école d'électricité Soudria, donc à Paris, qui était une école d'électricité réputée, et jusqu'en 1935. 1938, il est nommé à la direction du centre culturel du Congrès musulman algérien à Marseille. Donc là, pour la première fois, il est au contact des travailleurs algériens qui sont en France. Et à cette époque-là, ils étaient nombreux. Et on verra qu'il va dispenser un enseignement assez original. Donc on a déjà les prémices de sa réflexion qui commence à tester avec des ouvriers algériens. Et l'idée, effectivement, c'est déjà on voit déjà que l'idée de la civilisation, d'enseigner la civilisation telle que lui donne la définition, il commence à se faire avec cette expérience marseillaise. Donc il revient à Dreux, puisqu'il est marié avec une Française convertie à l'islam, à Dreux, donc à quelques kilomètres d'ici, durant la Seconde Guerre mondiale. Et durant la Seconde Guerre mondiale, dès 1940, la ville était dirigée par Maurice Violette, donc un grand leader du Front populaire, donc qui a une socialiste, effectivement, avec Léon Blum. Et en fait, il sera surpris de constater, lui finalement n'avait pas forcément d'argent pour fuir les Allemands et le nazisme, sera contraint de rester à Dreux. Mais il verra une chose, c'est que finalement beaucoup de promoteurs, dont Maurice Violette, de la colonisation en Algérie, fuiront. Et là, il sera surpris de voir finalement que lui a connu finalement les Français dans un contexte où la France colonise, de voir que finalement, la France face à l'Allemagne, eh ben, on a beaucoup de gens qui fuient. Et là, c'est le premier choc du colonisé face au pays colonisateur. Dont Maurice Violette qui partira, qui fuira, et reviendra un petit peu plus il reviendra en fait après collaborer avec les Allemands. Et Maurice Violette, qui pendant des années lui refusait un emploi à Dreux, lui dira alors Benabi, on vient travailler avec nous. Et Benabi, pour voir l'homme, ça va vous renseigner également sur l'homme, dira une chose, il dira, avec toute l'élégance d'un homme colonisé mais qui sait ce qu'il vaut, il lui dira non, monsieur Violette, moi j'ai été réquisitionné. Donc pour dire tout simplement que moi je ne collabore pas, quand bien même je suis colonisé. Donc 1942, voyant qu'il n'a pas de perspective à Dreux, il est contraint d'aller en Allemagne, comme beaucoup d'ailleurs de Français qui allaient travailler en Allemagne, et de là il rédigera le phénomène coranique. Son livre de chevet était le Coran. Et dans une difficulté, la difficulté qui est la sienne d'être dans l'Allemagne, finalement, qui va perdre la guerre, donc on voit que finalement les forces alliées bombardent l'Allemagne, au point que quand ils bombardent l'Allemagne, le camp dans lequel il travaillait, le premier exemplaire des phénomènes coraniques disparaîtra dans les obus. Donc il réécrira de mémoire après la guerre. À la Libération, les Français, notamment de Dreux, étant quelque part gênés du regard d'un indigène et du témoignage qu'un indigène peut avoir sur la collaboration française, iront lui chercher quelques noises, à lui et sa femme, et il sera pendant quelques mois emprisonné à Chartres, puis à Montargis.
Donc il réussit à être libéré, il va en Algérie et de là il rédige, donc il y a cette première édition également qui fera date, hein, les éditions Al-Nahda, donc dans une société algérienne qui est encore colonisée, et il va publier le phénomène coranique qu'il considère comme un essai de théorie sur le Coran. 2 ans après, il publie les conditions de la Renaissance, donc il a une réflexion, c'est quelqu'un qui est à la fois formé dans les sciences islamiques, mais également qui a un profil de scientifique, et il dit qu'avant de mourir, j'aimerais donner à mon peuple, donc le peuple algérien, une technique pour renaître. Et ce qui est assez frappant finalement à ce moment-là, c'est qu'il pense et il écrit en contexte colonial, et pourtant, il n'y a ni forcément de positionnement vis-à-vis de la France, et pire, quand il réfléchit, quand il écrit, quand finalement on lit ses ouvrages, on a l'impression que l'Algérie n'est pas colonisée. Et il y a un optimisme assez rafraîchissant, qui peut même parfois même dérouter et surprendre, de voir que, comparé même à toutes celles et ceux, les figures de proue du mouvement national algérien, lui, la France, il l'ignore de manière superbe. Finalement, il passe au-dessus. Effectivement, ça pose des problèmes, il y revient, mais il s'inscrit dans une perspective réformiste qui fait que, pour lui, la situation coloniale n'est que conjoncturelle et qu'elle finira par s'arrêter, et qu'il faut déjà, dès maintenant, même sous colonisation, préparer l'indépendance. Donc, en 1954, il écrira l'un de ses livres clés, si ce n'est le livre clé de Vocation de l'Islam. Donc, après la condition de la Renaissance où il s'intéresse à l'homme, il parle de vocation de l'islam et comment finalement l'islam peut s'insérer dans ce drame humain. Comment finalement les musulmans et l'islam peuvent être finalement cette lumière dans ce drame humain. Et à cette époque-là, il parlait déjà de mondialisme. Il voyait déjà que le monde était en train de devenir un. Donc il parlait de mondialisme, pas de mondialisation. C'est 2 concepts complètement différents. Donc, et on voit que finalement, 50 ans après, même un peu plus, 60 ans après, on se rend compte qu'il ne s'est pas forcément trompé. Aujourd'hui, on voit que finalement, voilà, pour voyager d'un continent à un autre, c'est de plus en plus court, on a Internet, il y a de l'instantané, le simple problème au Yémen ou en Birmanie, on est déjà nous-mêmes connectés avec ce qui se passe un petit peu partout dans le monde. Donc lui, il voyait déjà la de ce monde qui allait devenir un. Et qu'il ne fallait surtout pas penser la civilisation musulmane comme une civilisation à ressusciter, comme un empire à ressusciter, mais comme finalement une civilisation qui va participer à cette grande civilisation humaine. Et c'est ce qui fait finalement l'une de ses originalités. On est en 54, en 56, il écrit également vous aviez également en 55 la conférence de Bandung, donc la conférence des non-alignés. Il faut se rappeler du contexte. À l'époque, vous aviez également le camp occidental américain, vous aviez également le camp soviétique, il y avait une guerre froide, et à ce moment-là, des pays comme la Chine, l'Inde, et tous les non-alignés et tous ceux qui n'étaient pas encore colonisés, se sont réunis dans cette conférence pour dire « nous sommes une troisième voie, nous sommes les non-alignés ». Et Ben Ali avait écrit l'afro-asiatisme, et il disait déjà au monde musulman de se greffer, d'essayer de construire avec la Chine et l'Inde. Encore une fois, 60 ans après, on se rend compte que le monde musulman a sûrement loupé quelque chose à ce moment-là. Donc, en 56, il y a déjà depuis 2 ans la guerre d'Algérie. Donc c'est un Algérien et qui se sent pleinement solidaire de ce qui se passe en Algérie. Et il propose du Caire, parce qu'on verra que finalement il ne partira pas en Inde, mais il restera au Caire, à l'époque de Nasser. Et on a également beaucoup de leaders du FLN qui sont au Caire. Et il proposera ses services, il proposera 2 fois ses services. La première, c'est d'être tout simplement un infirmier sur les territoires où se déroulent les combats avec la France, au front. Donc c'est pas l'intellectuel qui est de son côté ou qui pense dans son petit laboratoire. Il y avait là vraiment la volonté de participer finalement avec les armes dans les maquis à ce conflit qui venait de naître depuis 2 ans. Et la deuxième des choses, c'est que en tant qu'intellectuel, il proposera au FLN d'écrire l'histoire de la Révolution en marche.
On connaissait déjà Benabi et son intransigeance, et finalement ce positionnement qui fait que s'il y a des choses à dire nous concernant, on les dit. Donc ça posait problème à un certain leader du FLN qui voyait d'un mauvais œil qu'un homme comme Benabi, analyste, observateur et en même temps intègre, puisse nous dire comment cette révolution finalement, qui était en marche, allait se dérouler. Benabi était problématique à ce niveau-là, au moins pour ces trois raisons. Donc 57-62, il est toujours au Moyen-Orient, il anime des séminaires, et là il formera beaucoup de futurs intellectuels musulmans, notamment du Moyen-Orient. Et à partir donc, de 62, il y a l'indépendance de l'Algérie, et il ne rentrera qu'en 63. Donc il s'entendait très bien avec Ben Bella, qui lui proposera le poste de directeur de l'enseignement supérieur. Pendant 3 ans, et à partir de 68 jusqu'à 70, il anime un séminaire d'initiation à la pensée islamique. Et en 73, il décède, donc le 31 octobre 1973, il décède à Alger. Donc, sans plus attendre, on passe à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est de parler de la civilisation selon Malik Benabi. Donc, très souvent, quand on parle de civilisation, on a l'impression que c'est un concept assez abstrait. Lui donne une définition fonctionnelle et une définition prête à l'emploi pour des hommes et des femmes qui agissent. Et c'est en cela où il est intéressant. Lui, la définition qu'il donne de la civilisation, je vous la lis, il dit « c'est l'ensemble des conditions morales et matérielles qui permettent à une société d'accorder à chacun de ses individus, dans chaque phase de son existence, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, l'assistance qui lui est nécessaire dans cette phase de son développement. » Autrement dit, on n'élude aucune question. La civilisation, elle marche sur 2 pieds, elle marche sur ses 2 pieds. L'un moral, un pied là, et l'autre social. Et les deux sont intimement liés dans la réflexion de Malik Benabi. Donc pour en arriver à cette définition, Malik Benabi, qui est influencé par 2 personnes, au moins 2 personnes, 2 intellectuels. Le premier, c'est Ahmed Rida, qui écrit la faillite morale de la civilisation occidentale, et Ibn Khaldoun. Moi, je ne parlerai pas ici de Mohamed Abdou, mais voilà, vous avez également cette philosophie de l'histoire du musulman qui à la fois qui croit en Dieu, qui l'assume, et en même temps qui essaie de tirer les enseignements de l'histoire, comme d'ailleurs nous suggère le texte coranique. Donc, très souvent dans le texte coranique, vous n'avez pas la citation d'individus ou de situations historiques telles qu'on le verrait, ou une chronologie, mais vous avez finalement des histoires, des personnes qui font l'histoire, mais ce n'est pas les individus qui sont importants, c'est l'enseignement. Donc vous avez à la fois cette approche spirituelle et à la fois cette approche historique. Donc lui, il décide finalement de revenir aux origines, au premier temps de l'islam, et notamment la période prophétique. Donc lui, il analyse du prophète jusqu'aux années 40, et il dit que voilà, le monde musulman, et notamment l'Algérie, passe par 4 étapes. La première, c'est la phase de l'âme. Donc, à partir du moment où le prophète reçoit la révélation, jusqu'à la bataille de Siffin, où finalement on a le prélude d'une division théologique entre sunnites, chiites et kharijites, vous avez cette phase de l'âme, où finalement vous avez des gens qui sont capables de tout sacrifier. On l'a vu dans les GIR, d'un certain nombre d'immigrés qui vont dans la société de Médine, tout abandonner. Et en même temps, on voit dans la société médinoise, les Ansar, ceux qui secourent, tout donner également. Être capable à un moment donné de donner une assistance affective et matérielle à ces nouveaux arrivants pour qu'ils puissent s'épanouir et qu'ils puissent s'ancrer dans cette nouvelle société. Précisons que cette phase, c'est à peu près 25-30 ans entre la mort du prophète et le baptême. Un quart de siècle. Donc il parle de cette phase de l'âme,
Et il rappelle également une période prophétique dont on parle très peu d'ailleurs dans les ouvrages de Sira et dont on enseigne très peu dans les mosquées ou dans les instituts. C'est ces 3 premières années où le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation et cette prédication publique. Et il y a grosso modo, selon les historiens, 3 ans. Et durant ces 3 ans, ils se réunissent, donc on a une quarantaine de personnes qui se réunissent autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se réunissent régulièrement, quasi chaque jour, dans cette maison d'un homme qui s'appelle Al-Arqam, Dar Al-Arqam, qui sera réputé. Donc cette première finalement mosquée où les individus se réunissent et se forment. Et là, on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui forme des gens, cette nouvelle vision du monde de l'islam. Voilà, on peut aisément comprendre que passer de plus de 300 dieux à une seule divinité, il fallait un temps pour éduquer, édifier, renforcer sur le plan de la spiritualité, renforcer également sur le plan de l'eschatologie, parce que l'islam est une religion éminemment eschatologique. Donc on a, et d'ailleurs on le voit beaucoup dans les sourates mécoises, vraiment de rappeler également cette filiation à cette famille monothéiste, de tous ces prophètes, de tous ces envoyés qui sont passés, de tous ces peuples qui ont péri parce qu'ils n'ont à un moment donné, qu'ils n'ont pas écouté, ou tous ces peuples qui ont fini par périr quand le goût du luxe et de la débauche a commencé à régner. Donc il y a toute une formation, on façonne des âmes, on façonne des esprits, et cette période-là, lui, il l'appelle la phase de l'âme. Ensuite, il y a cette bataille de Siffin, qui pour lui, on bascule à une phase de la raison. Cette bataille de Siffin, alors la bataille de Siffin, on a tout ne se passait pas très bien. C'est-à-dire aujourd'hui, on a une tendance finalement à se dire que voilà, il y avait un âge d'or. Il faudrait s'entendre sur l'âge d'or. Parce que je veux dire, si ce n'est Abu Bakr as-Siddiq, ils ont tous été tués. Donc pour vous dire la violence qu'il y avait également, et que tout ne se passait, tout n'était pas rose. Aujourd'hui, les musulmans, peut-être par envie de rêver, de bien dormir, nous disent que tout était beau. Quand on revient à l'histoire, uniquement l'histoire, on se rend compte qu'il y avait des vrais clivages et qu'il y avait de la vraie violence. On a Othman, le 3e calife, qui se fait assassiner. Et on a également à l'époque Muawiyah qui est gouverneur en Syrie et Ali. Les tueurs de Othman vont voir Ali et Ali se retrouve dans une situation extrêmement bloquée où finalement soit je décide de les condamner et on rentre dans une guerre civile, soit j'accepte d'assurer la continuité en attendant de les juger. Et dans ce laps de temps finalement, dans ce pragmatisme de Ali, Muawiyah demande de manière, donc avec cette tribalité finalement, parce que les Arabes ont grandi dans la société quraïchite, une société tribale, d'être le droit du sang. Le droit du sang. On se rend compte que finalement les trois avaient fondé leur raisonnement sur des éléments qui peuvent paraître logiques. L'idée c'est pas de pas refaire le débat ici, mais tout ça pour vous dire que voilà, dans cette bataille de Siffin, finalement, entre d'un côté Muawiyah et d'un côté Ali, on a tous les compagnons qui étaient encore vivants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La moitié était du côté de Muawiyah, l'autre moitié était du côté de Ali. Et là, on se rend compte que à peine 25 ans après, on a une bataille qui clive en deux des hommes et des femmes qui ont combattu sous la même bannière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc très peu de temps en fait finalement, même pas un quart de siècle. Donc la bataille de Siffin, pour lui, il ne rentre pas forcément dans le détail et dans l'analyse, mais pour lui, voilà, pour situer historiquement cette deuxième phase, la phase de la raison, cette phase de la raison qui fait qu'à un moment donné, voilà, l'islam finalement ne transporte plus les âmes. Maintenant, c'est quelque chose qu'on peut discuter. Et on voit que théologiquement, voilà, le sunnisme, le chiisme, le kharigisme vont commencer progressivement à s'élaborer. Maintenant, l'islam, c'est plus forcément quelque chose où j'abandonne tout, je me sacrifie, mais c'est quelque chose que je vais discuter. Voilà, qu'est-ce que tu penses de... Et on commence à rationaliser un peu Dieu. Et donc finalement, Dieu est moins dans le cœur et un peu plus dans le cerveau. Alors finalement, effectivement, il y a des belles choses. On aura Cordoue, on aura Bagdad, on aura sur le plan scientifique, effectivement, beaucoup de choses qu'on transmettra à la civilisation occidentale. Le monde, l'arabe sera une langue scientifique. Le monde musulman aura finalement sur le plan des sciences dures,
physique, métaphysique, aura finalement rayonnera à travers le monde. On a d'un côté dans le monde musulman oriental Bagdad, dans le monde musulman occidental Cordoue, et il y aura de très très belles productions intellectuelles et autres. Mais pour lui, il est déjà nostalgique de la période. Pour lui, c'est l'épopée du prophète sallam qui est davantage à mettre en valeur. Même si celle-ci, effectivement, il y a eu des grands noms, il y a eu des génies musulmans, la bataille de Siffin annonçait déjà le début de la fin. Mais on verra que cette phase de la raison, elle va durer 6 siècles. Et il la situe à la moitié du XIIIe siècle. Donc la chute de la dynastie des Almohades dans le Maghreb andalou, et en 1269. Et on a également la chute de Bagdad, donc envahie et détruite par les Mongols en 1258. Donc lui, à partir de là, c'est la fin de la raison s'arrête, et là on rentre dans le déclin. Malgré qu'il y ait après des génies comme Ibn Khaldoun et autres, mais on rentre dans le déclin. Et au niveau de l'Algérie, lui considère que cette période-là, la société algérienne, les sociétés du Maghreb, les sociétés du monde musulman en général rentrent dans une décadence. Pourquoi? Parce que l'idée religieuse, elle n'influence ni l'individu ni la collectivité. Et alors qu'on avait des grandes cités qui se construisaient, finalement le fait qu'on s'éloigne finalement de la religion, on a des individus finalement qui végètent, et on a des communautés qui reviennent à l'ère tribale. La phase de la décadence. Non, la phase de la raison. La phase de la raison. La phase de la raison, on commence déjà. Et la phase du déclin, il y a un éclatement. Et c'est cet éclatement finalement où notamment le Maghreb va rentrer dans cette période qu'il appelle la colonisabilité. Et cette colonisabilité, ça va de la moitié du XIIIe siècle jusqu'à 1830, le débarquement des Français à Alger. Et toute cette période-là, finalement, on a une société finalement qui se désagrège, parce qu'il n'y a plus ce facteur religieux qui unissait autrefois toutes ces tribus. Moi, j'appartiens à une famille, chacun de nous appartenons à une famille. L'islam arrive dans cette salle, finalement, on a des valeurs et des principes supérieurs, et on fait société. Mais plus on s'éloigne individuellement de cette religion, moins on a de raison finalement de s'unir sur des valeurs et des principes. Et donc finalement, chacun va retourner à sa tribu, le lien du sang, et finalement, les Français arriveront dans ce contexte d'une société éclatée, parce qu'elle s'est éloignée de l'idée religieuse, elle s'est éloignée de l'islam. Donc là, on rentre dans cette période de la colonisation, et pour lui, finalement, même s'il y avait de la résistance comme celle de l'Émirat el-Kader, ou l'Alafat Mansoumer, ou bien d'autres, durant le XIXe siècle, finalement, les sociétés du Maghreb, et notamment la société algérienne, ne pouvaient rien espérer de mieux. Et lui, il dira même un peu plus tard, et ça pouvait choquer à l'époque, que finalement, et toujours dans une démarche spirituelle, que finalement, c'était même peut-être une bonne chose que de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Tout le monde ne l'a pas forcément bien pris quand il l'a dit. Mais aujourd'hui, il ne s'inscrivait pas dans une perspective politique, il s'inscrivait dans une perspective civilisationnelle, spirituelle. Donc, la quatrième phase, c'est la phase de la colonisation. Voilà, cette phase de la colonisation. On a également au Maroc l'expérience de l'émir Tabé également, donc dans le Rif, cette résistance à la colonisation franco-espagnole. Et on a, à partir de la fin du XIXe siècle, l'idée de la réforme avec des gens comme Jamal Din Avrani, Mohamed Abdou, Al-Kawakibi. Et finalement, il y a un voyage de Mohamed Abdou en Algérie. Et il y a des idées réformistes qui commencent à s'infiltrer dans la société algérienne. On sait qu'il y avait également un islah local algérien. On avait cette idée de la réforme. Et progressivement, dans la société algérienne, se pose la question de la réforme. Et on a l'investissement à partir des années 20 de ulama qui ont été formés dans le monde musulman oriental.
pas seulement, à l'Asie également, mais on a El-Azhar et un petit peu partout. Et donc quand ils reviennent et ils inaugurent ce qu'on appelle la salafia. La salafia, c'est pas le salafisme. La salafia, c'est un retour aux sources, avec un certain nombre, avec une façon finalement d'aborder la réforme. Alors, il y a un choc colonial, nous devons retourner aux sources pour retrouver finalement les ressources intellectuelles, spirituelles, matérielles, en tout cas nécessaires pour être à la hauteur du défi de la colonisation, et pour justement entreprendre cette renaissance. Et à partir des années 30, on a la création de l'association des ulama. Malik Benabi a été formé à Constantine, à la médersa à Constantine. Il a eu l'occasion de côtoyer les étudiants de Cheikh Ben Badis et lui-même également. On a également une rencontre où déjà Malik Benabi sollicite Cheikh Ben Badis sur la question de l'avancée du désert. Cheikh Ben Badis pensait que Benabi allait lui demander une fatwa, ou une fatwa peut-être pour se marier. Non, il lui a posé la question du désert et de l'avancée du désert, et ça l'a surpris, selon ce que nous dit Benabi dans ses mémoires, que ça l'avait surpris. Et donc voilà, on a cette influence finalement de l'association des ulama, et en 1936, on a le Front populaire qui invite le Congrès musulman algérien en France. Et Benabi voit finalement l'islahisme qui avait fait un vrai travail, notamment un travail vis-à-vis du maraboutisme. Il faudrait vraiment s'intéresser à cette période-là, parce que le maraboutisme, effectivement, il y avait vraiment l'Est algérien qui combattait un peu une bonne partie de l'Algérie, où il y avait ce maraboutisme. Ce maraboutisme qui finalement, selon ce que nous dit Benabi et selon ce que nous disent les associations de l'Alama, faisait le jeu du colonialisme et le jeu de la colonisabilité. Donc on a finalement ce congrès musulman algérien, et on a l'association de l'Alama qui fait partie finalement de cette délégation politique qui va voir Léon Blum. Et pour Benabi, l'islahisme ne doit pas rentrer dans ces questions politiques. Il doit éduquer le peuple. Il ne doit pas rentrer dans ces questions politiques, il ne doit pas se rabaisser à ces questions politiques. Il avait fait un travail de 1925 à 1936 et qui est parti complètement en fumée quand les ulama ont complexé vis-à-vis de des gens comme Boumendjel, Ferhat Abbas, tous ceux qui étaient déjà politisés. Donc ce sera le gros reproche, et tout en s'inscrivant dans l'islahisme et la réforme, il prendra ses distances vis-à-vis de l'association des ulama. Et lui, dès 1940, après la Seconde Guerre mondiale, il fait l'analyse un peu du mouvement de la Nahda. Il voit que d'un côté, on a deux types d'imitation. On a le mouvement de la Nahda type Jamal Avrani, qui donnera progressivement ce pan-islamisme. Et lui, 50 ans après, il dit que finalement, ce courant de la Nahda n'a pas été assez loin, et a fait de l'imitation d'un patrimoine, a fait l'imitation de l'expérience des sources, mais n'a pas été dans une lecture des sources de l'islam. Et il dira également à l'autre courant, le courant moderniste, qui finalement, quand ils ont vu les Occidentaux déferler avec l'avancée technologique, technique, se sont dit que pour nous renaître, finalement redevenir une civilisation, on doit suivre le chemin de l'Occident. Et là, il dit que c'est une deuxième imitation qu'il ne faut surtout pas suivre. Donc, imitation de la tradition telle qu'on nous l'enseigne et telle qu'on nous la transmet, et également imitation finalement du développement économique tel que l'Occident nous le présente. Et qu'il y a la possibilité d'avoir une troisième voie. Et que cette troisième voie, il ne faut surtout pas que les musulmans rentrent dans l'entassement. Alors qu'est-ce que c'est que l'entassement? L'entassement, c'est ce verre que l'on remplit. Et on voit que, en tout cas ce qu'il analysait à son époque, c'est que les musulmans, du courant moderniste, pour essayer de suivre l'imitation finalement de l'Occident, essayer d'entasser les produits de l'Occident. C'est-à-dire, grosso modo, finalement l'Occident
fait des voitures, et ben on va en importer en Algérie. L'Occident fait des tanks, et ben on va en importer en Algérie. Ah, l'année d'après, il y a le modèle le plus récent, et ben on va encore continuer à importer. Et en fait, il dit tout simplement une chose, c'est que l'Occident vous vend les produits, mais il ne vendra jamais finalement l'âme. Qu'est-ce qui a fait qu'en Occident, pendant toute cette ambiance culturelle, intellectuelle, qui a fait que, voilà, on a inventé la machine à vapeur, qu'on a à un moment donné, qu'on s'est donné pleinement aux sciences, et que, voilà, on est rentré dans une révolution industrielle, et qu'on a produit des choses. Il dit que l'Occident ne vous vend finalement que le produit, mais on ne vous donne pas le secret de fabrication. Donc cette imitation, elle est complètement stérile. Et de la même manière, pour répondre à l'autre type d'imitation vis-à-vis des sources, il dit qu'aujourd'hui, les musulmans n'ont pas été assez loin. Je dis à un moment donné, si vous voulez aller aux sources, allez jusqu'au bout des sources. Le Coran et la Sunna. Mais de se dire, et c'est ce qu'il reproche à la salafiyya, de reprendre la première expérience des sources de l'islam, et pas les sources. La première expérience des sources n'est pas les sources. Donc c'est une manière finalement d'être plus authentique que les modernes, mais dans leur travail, on se rend compte, lui en tout cas il fait le bilan 50 ans après, qu'ils n'ont pas été assez loin dans la réforme, et que pire, parce qu'on complexait vis-à-vis de ces premières générations, eh ben on est rentré dans l'entassement du savoir. Donc si je veux être un alim, il faut que j'apprenne Stin Hizb. 60 parties du Coran, il faut que je l'apprenne complètement. Il faut que j'apprenne par cœur des recueils de hadith pour enfin, et peut-être, avoir une crédibilité pour parler aux musulmans. Et lui, il dit tout simplement que c'est pas parce qu'on entasse du savoir qu'on est forcément un intellectuel, qu'on est forcément un savant. Donc voilà un petit peu le constat de l'entassement qu'il fait, et lui, voilà, il donne cette définition que je vous ai donnée. Parce combien de temps 3 minutes bon. 3 minutes je crois qu'il en restait un peu plus. Il donne la définition donc, de la civilisation, donc morale et sociale, et il ne s'arrête pas là. Encore une fois, c'est quelqu'un qui s'est formé aux sciences, donc quelqu'un qui a un esprit extrêmement pragmatique. On est là pour résoudre des solutions, on n'est pas là pour, à un moment donné, parler dans l'abstraction. Et donc, il y a une rationalité pieuse, une rationalité spirituelle, où il y a un problème, très bien, on le pose et on le règle. Alors que, dans le monde musulman, on aime bien poser le problème, on aime bien ressasser le diagnostic, et on consomme, et on renouvelle les diagnostics. Donc lui... au-delà de la définition qu'il donne, il répond à la question concrète, comment faire une civilisation? Et là, sa pensée, c'est là où elle est intéressante, c'est qu'elle s'adresse également aux hommes et aux femmes d'action. Et il dit, voilà, une civilisation, c'est 3 choses. La première des choses, c'est l'homme. La deuxième, c'est le sol. La troisième des choses, c'est le temps. L'homme, le sol, le temps. On me dirait que ça existe partout, donc la civilisation, ce n'est pas un phénomène spontané. Et là, c'est là qu'il rajoute la 4e des dimensions, c'est l'idée religieuse. Et il dit, et il reprend également l'expérience du prophète. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui reçoit la révélation, il était tout seul, personne n'était là. Et pourtant, ce dont on se rend compte, et on n'a pas besoin d'être musulman pour le faire, c'est qu'en l'espace d'un quart de siècle, eh ben, on a un bouleversement de société. Et donc c'est là où finalement il se distingue finalement des autres réformistes, c'est qu'il a dépassé le registre de la croyance pour être dans le registre de la raison. Effectivement, sociologiquement, la société de Quraysh avant l'islam était une société, chacun peut la décrire. Mais on voit qu'à l'espace de 25 ans, la société change. Donc il y a une dimension sociale dans l'islam, une dimension de changement dans l'islam. Et donc il y a une recette à appliquer. Et lui, à partir de l'expérience prophétique, il voit qu'il y a un homme qui est réceptacle de l'idée religieuse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également tous ses compagnons. Il y a le sol, donc une société, la société de Quraysh. Et il y a également le temps qu'il se donne. Et parce que justement il a un rapport spirituel au temps, il est dans un temps qui éduque. Et pas un temps qui veut uniquement prendre le pouvoir, et qui fait du pouvoir une fin en soi. Donc on a finalement les doubles dimensions de la foi, la dimension verticale et la dimension horizontale. Et donc, cette réflexion, elle part effectivement de l'expérience prophétique, mais également
du verset coranique qui a été le credo finalement de la Mahda, c'est la sourate 13, verset 11. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qu'il y a dans son âme. Et lui, non seulement il y croit en tant que musulman, mais il y a la dimension intellectuelle où il se dit, voilà, est-ce que finalement, comment on doit opérer pour le changement? Et c'est là que lui propose, et c'est là où il est profondément islahiste, c'est le changement n'intervient que de l'intérieur vers l'extérieur, et jamais de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que c'est parce que nous avons changé nous-mêmes, parce que nous avons changé différents échelons dans lesquels nous vivons, familial, communautaire, sociétal, que Dieu nous reconnaît enfin notre mérite à ce que notre destin change. Mais d'abord, avant que Dieu réalise le changement, il faut montrer déjà soit qu'on est équilibré, son âme, son corps, son esprit, que familialement on est bien, son épouse, ses enfants, qu'au niveau de sa famille au sens plus large, on l'est également, et c'est qu'à partir de là, quand un individu et des individus dans une société sont à la hauteur, que Dieu réalise le changement et change leur destin. Donc on a vraiment les deux aspects spirituels, il y croit en tant que musulman, mais également historique, parce qu'il a vu que l'expérience prophétique, c'est un homme qui reçoit une révélation, qui en parle à sa femme, qui en parle à son cousin, qui en parle à ses meilleurs amis, qui fait une réunion familiale, qui à un moment donné se met au-dessus d'une falaise et dit « Est-ce que vous croyez en moi? Voilà, je suis celui qui a reçu la révélation. » Il forme pendant 3 ans un groupe discret parce qu'il voit que sa société n'est pas prête. Il y a l'expérience mécoise, l'expérience médinoise, et quand on rentre, on ne rentre pas comme un vainqueur, on rentre dans le Fath al-Makka comme quelqu'un qui finalement a juste voulu transmettre un message et n'a jamais eu d'objectif mondain, n'a jamais eu d'objectif politique. Et cette expérience-là, lui, il pense sincèrement qu'on peut la reproduire. C'est une recette qu'on peut reproduire aujourd'hui. C'est une des choses qui fait son originalité. Jamel, je sais qu'il va me dire de me dépêcher. Je pense qu'il y a des questions. Oui, alors très bien, je termine rapidement. Quand il dit que la décadence commence avec la fin de la dynastie des Almohades, il forge 2 concepts. Le premier, c'est l'homme post-almohadien, c'est-à-dire l'homme décadent, et la société post-almohadienne, qui arrive après la dynastie des Almohades, donc ce grand pouvoir politique de la région maghrébo-andalouse. Et il dit une chose, c'est qu'à partir de il forge 2 concepts à partir de sa lecture de l'histoire. Maintenant, lui, il ne forge pas des concepts pour le plaisir de les forger. Il faut que ça serve. Ça serve comme enseignement. Et il se rend compte d'une chose, c'est qu'à partir de ce moment-là, l'homme, il est sorti de la société. Et il dira une chose qui sera mal comprise, en tout cas à l'époque, c'est que si on a été colonisé, c'est qu'on était colonisable. Et je peux vous dire qu'il fallait extrêmement beaucoup de courage pour le dire à un moment donné où tout était la faute du colonisateur, du français. Je sais pas, on dit, lui, tout en reconnaissant qu'il avait une grande part de responsabilité, mais il ne disait pas, il disait une chose, et c'est là où il se distinguait, que ce n'était pas uniquement la responsabilité exogène, que de l'extérieur, que du colonialisme, et qu'il fallait au contraire se questionner, faire une introspection individuelle et collective sur qu'est-ce qui manque chez nous. Et il dira une chose, c'est que à partir de ce moment-là, l'homme musulman est devenu végétatif. Il ne touche pas trop le sol, il n'est pas connecté avec le divin, ni connecté avec ses voisins. Donc c'est quelqu'un qui est un peu suspendu comme un ballon de baudruche. Le monde se fait, lui, il est complètement absent, et il est même dans une quiétude. Il ne s'inquiète pas, le musulman, il dort très bien, il mange bien. Pour lui, de toute façon, à la fin, on va gagner, et qu'il est forcément meilleur que les autres. Donc, il est dans une quiétude morale, théologique, juridique, où finalement, peu importe ce qui se passe dans le monde, il est bien. Le musulman est bien, donc il ne s'inquiète pas. Et c'est là où Benabi lui dit au contraire qu'il faut, à la fois qu'il s'inquiète, qu'il rentre dans le waqir, dans le concret, dans la réalité, et qu'il y a 3 efficacités à avoir. La pensée, travail, capital. C'est 3 efficacités qu'il faut qu'il acquiert.
parce que le musulman, en tout cas pendant toute cette période qu'il analyse, était inefficace. Peut-être qu'aujourd'hui on parlera des musulmans d'aujourd'hui. Est-ce que les musulmans depuis Ben Ali sont devenus efficaces? Je vous pose la question et je vous provoque déjà un peu pour le débat. Il parle de la société algérienne. Comment on peut changer un homme? Un homme, il n'est pas tout seul. Là, aujourd'hui, on est différents individus, chacun travaille dans son coin. Mais aujourd'hui, collectivement, si on veut se former individuellement, il faut qu'on mette en place, il faut qu'on oriente notre discours, notre culture. Et lui, il parle d'orientation de culture. J'en parlerai un peu plus après dans les questions. Mais pour lui, la culture, encore une fois, il dit que c'est une éthique, donc une éthique basée sur la religion. Donc la question du vrai et du faux, donc il doit y avoir cette distinction, ce discernement à Furqan. Donc l'éthique. Deuxième, l'esthétique. L'esthétique c'est quoi? C'est la question du beau, du laid. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui n'est pas beau? Aujourd'hui les musulmans doivent avoir une esthétique. Aujourd'hui quand on voit dans la civilisation musulmane le port du voile, au-delà de l'idée de l'analyser sur le plan de l'éthique, mais ça représente une certaine idée de l'esthétique que les musulmans se font de la femme. Et donc pour lui, la culture, c'est de rappeler également cette idée de cette esthétique que l'on a vis-à-vis de la femme. Et il prend même d'autres exemples, vis-à-vis du nu. Quand vous regardez en Occident, si vous allez au musée du Louvre ou ailleurs, vous avez des gens parfois qui sont dénudés. Est-ce que cet art, on peut le voir dans la civilisation musulmane? Non. Mais pas des gens, des statues qui sont dénudées. Oui, mais des statues, évidemment. Des statues. Et on se rend compte que dans le monde musulman, on ne pouvait pas envisager cela parce que au moment où en Occident on mettait davantage cette esthétique de la femme à travers le dénudement, dans le monde musulman, on posait déjà la question de l'éthique. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Et vous voyez, c'est intéressant de voir finalement comment le rapport éthique-esthétique change d'une civilisation à une autre. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Aujourd'hui, quand la question du hijab se pose, indépendamment de la question politique ou autre, elle se pose sur la question de l'esthétisme. De l'esthétisme. Une femme qui cherche à assumer, à vivre une certaine conception d'esthétique musulmane, gêne parce qu'on a une autre conception de l'esthétique féminin dans une société comme la France. Donc voilà. Donc il dit également une chose, la culture c'est une ambiance. C'est une ambiance et qu'il faut donc orienter la culture, le travail et le capital, qu'il y a deux obstacles dans cette recherche de la troisième voie, donc le colonialisme. Effectivement, il y a un coefficient un coefficient colonisateur. Donc c'est-à-dire que la colonisation française a été extrêmement dure, et il ne le nie absolument pas. Elle a été extrêmement forte sur la personnalité du musulman. Et on peut voir qu'au début du XXe siècle, pour accéder à la citoyenneté française, il fallait abandonner son statut musulman. Donc, pour vous dire qu'il y avait une vraie violence coloniale. Et en même temps, il dit donc le premier obstacle, la puissance coloniale française n'a pas intérêt à voir la renaissance d'une civilisation musulmane. Et de l'autre côté, il y a la colonisabilité. Tout ce qui nous empêche finalement de nous unir, tout ce qui nous empêche, tout ce qui empêche à nos leaders de passer au-dessus de leur ego pour essayer de voir l'intérêt général. Donc ce sont les questions de la colonisabilité. Et enfin, la civilisation humaine, ce que je rappelais au départ, aujourd'hui, lui, quand il parle de la civilisation, l'idée c'est pas de refaire la dynastie des Abbassides, la dynastie des Omeyyades ou l'Empire ottoman. L'objectif, c'est que le monde devient un. C'est aujourd'hui comment, en tant que musulman, on peut participer au drame de ce monde, comment on peut finalement être des témoins, et des témoins, pas les témoins passifs qui dorment et qui végètent, des témoins actifs, qui par leur présence montrent à toute une humanité qu'il y a des alternatives, qu'on peut faire les choses de manière différente. Donc un témoignage extrêmement spirituel et une synthèse avec toutes ces autres civilisations qui vont contribuer à en faire une, parce que le monde devient un. Alors, on remercie notre intervenant. Je ne ferai pas de synthèse parce que c'est très, très riche, il y a beaucoup de choses. Et ça me fait
faciliter la tâche. Puis non, il n'y a plus beaucoup de temps surtout, donc on va laisser les questions, Inch'Allah. Rappelez-vous juste, je pense qu'il voulait montrer, c'est vraiment dans la pensée du Malik Benabi, au-delà de la profondeur et des détails dans lesquels il va, c'est qu'il parle toujours de deux approches, hein, comme il avait dit, une approche spirituelle et une approche historique. Il parle de conditions morales autant que de conditions matérielles. Donc on est vraiment dans les deux, entre l'islah, la point de vue matériel, et puis le tajdid, le renouvellement intérieur. Voilà, donc on est un peu dans cette bipolarité, comme pour Imran al-Hussein en vérité, même si ce n'est pas de la même manière. Donc maintenant on va laisser la place aux questions. Il reste 3. Donc ça en fait 2. On va commencer par le frère, puisqu'il n'a pas posé de questions. Ouais. Merci pour l'intervention très enrichissante. J'ai une question concernant la période de décadence qui apparemment commence à partir du XIIIe siècle. Et l'analyse qu'il faisait du califat ottoman. Et ça concerne d'ailleurs l'histoire de l'Algérie, parce que le califat ottoman concerne cette période-là, et ça a couvert une bonne partie du monde musulman, et ça a révolutionné en quelque sorte la communauté musulmane. Est-ce que ça fait partie pour lui de la période de la décadence? Et est-ce qu'il a une lecture particulière de la Turquie moderne? Une deuxième question. Donc, on va poser la deuxième question. D'accord, bon, on va répondre. Si je peux me permettre. En fait, il ne parle absolument pas de l'Empire ottoman. Il ne parle même pas de l'expérience de Mehmet Ali, de Mohamed Ali en Égypte, quand il y a eu cette volonté d'essayer, en tout cas sur le plan technique, d'entreprendre un certain nombre de réformes. Il ne parle pas des maths, il ne parle pas également de toutes ces réformes finalement de l'Empire ottoman. Il ne parle pas de l'expérience de Tahtaoui avec la délégation finalement de plusieurs dizaines d'étudiants égyptiens qui avaient été envoyés par Mehmet Ali au XIXe siècle à Paris. Et lui en fait c'était un petit peu l'imam qui devait gérer toutes ces belles âmes qui arrivaient dans notre belle capitale de France. Et il n'en parle pas, alors qu'on sait que maintenant aujourd'hui, que Tahtaoui a, en tout cas il y a un certain nombre de thématiques par rapport à la vie occidentale, par rapport à l'idée de constitution, l'idée de démocratie, même sur le plan culturel. Il y a beaucoup d'idées. On sait que son ouvrage, L'Or de Paris, a beaucoup influencé finalement toute cette génération qui arrivera après, de Jamal El Avrani. Donc il n'en parle pas, Il parle en revanche de l'expérience de Tamerlan, donc, qui arrive après, la renaissance des Timourides. Donc Tamerlan, c'est un contemporain d'Ibn Khaldoun. On sait qu'ils se sont rencontrés les deux, Ibn Khaldoun et Tamerlan. Donc Samarcande, on sait qu'à un moment donné, voilà, en tout cas il en parle dans ses écrits, mais il ne parle pas du tout de l'Empire ottoman. Pour lui c'est déjà un peu le... Oui, on est déjà rentré de plein pied déjà au XVe siècle, on est déjà rentré de plein pied dans la... Parce que mine de rien, le califat ottoman ça dure 6 siècles, et ça arrive jusqu'à Vienne, et ça a produit les premiers musulmans d'Europe, notamment la Bosnie et tout. Et en tout cas, personnellement, je me posais la question, est-ce qu'il y avait une lecture particulière? Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est de la décadence? C'est une question effectivement qu'on peut poser, qu'on peut légitimement poser. Encore une fois, il y a sur la lecture de l'histoire que Benabi peut avoir, on peut ne pas être d'accord. La seule chose que j'ai voulu mettre en évidence aujourd'hui, c'est qu'elle est importante pour les définitions qu'il va donner de l'idée religieuse, de la culture et de la civilisation. Mais après, par exemple, sur la bataille de Sifid, c'est pas l'historien qui arrive et qui vous dit ça s'est passé comme ça tel jour et puis après comme ça. Non, pour lui, c'est il le regarde avec le regard d'un philosophe de l'histoire, qui est davantage concentré sur les enseignements que sur réellement comment ça s'est passé. La question En fait, je reviens sur ce que je voulais dire tout à l'heure entre la jonction entre Imam Hussein et Imam Benabi. C'est concernant en fait le creux, la rupture qu'il y a eu après la chute des Omeyyades, donc à l'étape 2, et la civilisation musulmane jusqu'à aujourd'hui. Et pour lui, ça s'est un peu arrêté brusquement, qu'il n'y a pas eu de suite. Et ça, on le voit par exemple tout à l'heure lors du débat entre qu'est-ce qu'un imama, est-ce que c'est un imama, est-ce que c'est un khilafa.
On le voit aujourd'hui avec mes amis, c'est tout le temps les mêmes débats. Est-ce que la femme a le droit de travailler? Est-ce qu'elle porte le voile? Enfin, des fois, j'ai l'impression que l'islam s'est révélé hier et que c'est à nous de le porter. Et Malik Benabi dit qu'il y a une rupture justement à cette étape-là. Et il ajoute à ça, c'est qu'il y a une conscience en fait au sein des musulmans, c'est de se dire on a la religion parfaite, Allah nous a choisis, un peu comme le peuple juif, et que par cela, le fait que je fasse mes 5 prières, que je fasse ma sadaqa et mon ramadan, ben, je suis bien. Enfin, c'est assez, sans pour autant penser aux autres, à la société, etc. Et du coup, je le rejoins sur cette rupture qu'il y a eu, et qu'aujourd'hui on a l'impression de tout refaire, de tout remettre en question, etc. Donc ça c'est le complément. Et ma question c'est, Malik Benabi, Hassan el-Banna, Sheikh Ansari, j'ai l'impression qu'ils sont tous de la même génération, la même vision des choses. Donc la première question c'est, est-ce qu'il y a eu un lien entre ces personnes-là? Et la deuxième question c'est, pourquoi ces personnes-là n'ont pas réussi au final à imposer leurs idées qui étaient plus ou moins brillantes et qui auraient pu nous sauver non pas du bug de l'an 2000, mais du bug de l'an des musulmans. En fait, quand il parle de rupture, c'est le rapport que l'on a avec l'idée religieuse, avec l'islam comme idée religieuse. En fait, cette idée religieuse, elle doit être efficace. Et elle l'a été à l'époque du prophète sallam, dans d'autres périodes historiques, où finalement elle a créé de la cohésion communautaire. Et à partir de là, on a une efficacité de l'idée religieuse. Et le problème, c'est que quand on s'en éloigne et quand on devient trop mondain, et que finalement les intérêts mondains nous guident davantage que les intérêts spirituels, on prend de la distance avec cette idée religieuse, et cette idée religieuse, en conséquence, ne crée plus de cohésion communautaire, ne crée plus de la cohésion au niveau de la société. Et c'est à partir de là que, alors qu'à l'époque de Quraysh, l'idée religieuse a créé une unité supra-arabe, la décadence a finalement a fait quelque part retomber les musulmans à une ère tribale. Et l'ère tribale, c'est moins de civilisation, c'est moins l'envie de construire des grandes villes comme Bagdad et Cordoue. C'est finalement revenir à une vie en société qui est régie par un code tribal. J'ai pas d'a priori. Il n'y a pas d'a priori sur des sociétés qui vivent à partir qui ont des règlements tribaux par rapport à leur vie en commun. Et ça se passe très bien. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que l'idée religieuse, avec des valeurs et des principes communs, elle permet finalement à des musulmans qui n'appartiennent pas à la même tribu, qui n'appartiennent pas au même peuple. On a des Turcs, on a des Perses, on a des Arabes, on a des Africains, on a des Berbères. Et finalement, ça crée une supra-identité. Et une supra-identité qui va vous donner du sens, qui va vous guider. Alors que l'identité tribale, on est guidé par des intérêts plus mondains, de sang, de tribus, pour des considérations un peu plus biologiques que spirituelles. Voilà. Sinon, sur la jonction, je pense qu'on ne peut pas faire de jonction. Benabi a été formé à Constantine. À Constantine, il y avait l'école de Sheikh Ben Badis. Il a été formé dans l'islahisme, il le revendique comme tel. Mais à partir de 1936, avec le Congrès musulman algérien, il prend ses distances. Et à partir de là, il assume sa singularité, une approche civilisationnelle, celle d'Ibn Khaldoun. Après, il rencontrera également d'autres penseurs qui ne sont pas musulmans, Spengler, Toynbee, Romain Rolland. Donc, il vit en France, il est influencé également par toute cette littérature française, toute cette littérature occidentale, et il vit à une période où on se pose la question de la civilisation, de la crise de la civilisation, le déclin de l'Occident, comme disait Spengler. Donc, Malik Benabi, c'est un peu une synthèse de tout. Et je pense qu'il y a peut-être sur certaines thématiques, il peut y avoir des proximités intellectuelles, mais dans la démarche qui est la sienne, c'est complètement autre chose par rapport à Imran Hussein. Malik Benabi parle de l'eschatologie musulmane, comme l'islam en tant que religion de la fin des temps. Mais dans ce monde qui devient un,
pas forcément l'idée du califat, il n'en parle pas du tout. Mais alors, pas du tout. Alors qu'il vit après la chute du califat, qui a été un traumatisme pour le monde musulman. Lui dormait très bien, il n'y avait pas de traumatisme. Il n'en parlait pas, il parlait très peu du colonialisme, et quand il a commencé à penser, c'était un peu la période du développement. Voilà, un peu la période également de ce monde qui se reconstruit de l'après-guerre, et ce monde musulman qui est en train de progressivement se décoloniser. Et lui, en fait, tout de suite, dès maintenant, avant même qu'il ait totalement l'indépendance, il veut l'insérer dans le drame de ce monde et qu'il témoigne. D'où le titre « Vocation de l'islam ». Et il dira une chose, il faut libérer l'idée religieuse de tous ces débats philosophiques, juridiques et théologiques. Donc là, aujourd'hui, tous ces petits débats qu'on peut avoir, sunnites, chiites, voilà, enfin toutes ces questions-là, finalement, pour lui, elles n'ont pas lieu d'être. Il y a un retour, il y a un vrai à faire vis-à-vis de la parole divine, et laisser finalement cette parole divine, de manière finalement surnaturelle, de manière métaphysique, faire son effet dans les communautés musulmanes. Il y a quelque chose qui nous dépasse, il ne s'agit pas de le penser, de le rationaliser, au contraire, de lui redonner toute sa dimension surnaturelle, et toute cette dimension finalement mystique. Hassan al-Banna, etc. Non. Non, Hassan al-Banna, il est déjà dans... Il s'inscrit... Bon, c'est l'élève de Rachid Reda, et de Rachid Reda les 10 dernières années, pas forcément quand Rachid Reda était avec Mohamed Abdou. Rachid Reda a beaucoup évolué. S'est rapproché du wahhabisme au XXe siècle. Et donc, dans les 10 dernières années de sa vie, il y a un rapprochement entre Rachid Reda et Hassan al-Banna, notamment avec la reprise de la revue Al-Manar. Donc, et là déjà, on est déjà dans un islam militant, un islam qui idéologise la religion. Et on a déjà Hassan al-Banna, bon, il faudrait peut-être étudier, c'est peut-être pas forcément le moment pour, mais on sait qu'il y a eu une influence de tous ces mouvements communistes d'encadrement de masse. Sauf qu'on ne disait pas camarade, on disait Harry. Voilà. Mais on est déjà dans l'idéologisation de la religion, puisque Ben Nabi n'est absolument pas dans l'idéologie de la religion. Et Ansari, le maître de Imam Hussein. Alors je n'ai pas assez étudié Al-Ansari pour répondre à la question. Peut-être que Khalid... La question, quelle est-elle, excusez-moi? Le rapprochement entre Ben Nabi et Ansari. Ansari, il a fait carrément des volumes d'ouvrages sur la civilisation musulmane dans l'ère moderne. Pour l'Ansari, l'un de ses apports les plus importants, je pense, c'est justement dans son ouvrage La structuration de la société musulmane, où il aborde en fait l'idée que la communauté, en tout cas la Oumma, globalement, devait revoir effectivement sa configuration dans le monde, en se recentrant tout simplement, en prenant effectivement le Majid comme centralité et non plus le concept d'État classique qu'on connaît actuellement avec les gouvernances, avec un exécutif, un parlement, mais en tout cas recadrer, effectivement, restructurer la société musulmane comme elle a été du temps du prophète. Ça, c'est principalement cela. Et ce qu'a fait Imam Hussein, en fait, quand il prend effectivement son apport, c'est qu'il lui propose simplement d'être capable de créer, en termes scientifiques, de créer l'eschatologie, de l'imposer comme une nouvelle science, tout simplement, plutôt que de réciter, comme disait notre ami Jamal tout à l'heure, de sortir un petit peu de cette définition du alim qui empile un savoir comme ça, qui va réciter finalement de manière répétitive. Non, vraiment de créer une science et d'être capable de comprendre tous ces enseignements, les hadiths par rapport à cette fin des temps, en la contextualisant, d'en faire une science tout simplement. C'est vraiment ce qu'il propose. Donc c'est des démarches effectivement qui sont différentes. Le lien entre les deux, non, moi j'en vois pas. Je ne pourrais pas en proposer, mais en tout cas vous avez d'un côté l'Ansari qui propose une restructuration de la communauté musulmane autour du Masajid, Imam Hussein qui a établi l'eschatologie comme une science, et là Ben Nabi, il a une approche un petit peu plus civilisationnelle, un petit peu plus globale, vraiment vue de haut, un peu plus panoramique. Voilà. Une question. Merci Jamal pour cet exposé. C'est un commentaire et une question à la fois. À l'ère du postmodernisme, on voit très bien que ce type de questions continue à devenir plus complexe, à poser et à réfléchir. Parce que déjà, Ben Nabi les a posés à un moment donné où ce conflit ou ce clivage entre les traditionalistes et ceux qui prennent pour le retour au modernisme, aux modernités, c'était déjà pas facile à porter
19e siècle, début 20e siècle, aujourd'hui à l'ère du postmodernisme, je pense qu'on est quand même dans un autre clivage plus symbolique qui est celui de quel rapport à la Ummah et quel rapport au territoire. Parce que la notion de la civilisation, comme tu viens de le dire, la notion du Torah, le sol comme tu l'as traduit, moi je la vois plutôt dans une notion de territorialité qui est plus liée au Tamaddun ou bien l'Amran, l'urbanisation, le développement intégré, que d'une notion plutôt plus classique ou plus basique. Parce que je pense que Malik Ben Nabi, son grand combat, et là aussi une parenthèse, et qui ça mérite à creuser, toute la rencontre qui a eu lieu avec Nobadis, avec Malik Ben Nabi, qui est un mention très importante, car Nobadis a quand même eu le privilège de faire l'exégèse du Coran en présence du colonialisme. Et là aussi, il y a beaucoup de choses très intéressantes à dégager pour comprendre le retour vers les sources. Mais le retour vers les sources, comme Malik Ben Nabi l'a très bien dit dans un autre livre spécifique pour l'Algérie, qui s'appelle Al-Afan, la gangrène, le pourrissement. C'est un livre qui n'est pas du tout connu de Malik Ben Nabi, qui mérite d'être mis en lumière. Comprendre que Malik Ben Nabi n'était pas seulement en train de théoriser, il était en même temps en train d'exercer une certaine expérience du retour à ce vrai sens du Coran, par le prophète sallam était un homme coranique et non pas un homme de jurisprudence ou de droit positif. Je pense que c'est un élément très important, puisque tu as parlé de retour vers les sources. Et donc, à l'ère du postmodernisme, quelle lecture a redonné à Malik Ben Nabi en rajoutant des outils des sciences humaines existantes qui ont produit beaucoup de choses pour les croiser avec tout ce retour vers quelque chose qui dépasse l'Occident et qu'on rentre dans une phase, je ne dirais pas d'une civilisation unique, mais une civilisation où tout le monde participe pour qu'elle devienne cohérente à tout le monde. C'est-à-dire comment retrouver cette notion de la diversité de contribution pour une humanité unique. Sur la question du clivage, sur le rapport le rapport de la Oumma à la territorialité, la question se pose aujourd'hui pour ces communautés musulmanes qui ont immigré dans des sociétés sécularisées en Europe. Malik Ben Nabi, pour le resituer, il meurt en 73, donc il ne pense pas à la question des immigrations musulmanes, il ne pense pas forcément notre concept. Il ne pense pas forcément nos expériences. Mais effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement important dans sa réflexion. On n'a malheureusement pas eu le temps de le développer, mais tu m'en donnes l'occasion, c'est la question de la territorialité. Et effectivement, la question se pose de la territorialité quand on a encore une division des espaces géographiques qu'on hérite d'Abu Hanifa. Dar al-Harb, Dar al-Islam, et entre les deux, amusez-vous à conceptualiser. Mais on n'en est pas encore sorti. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe, on peut la considérer comme Dar al-Harb? Est-ce que dans les sociétés musulmanes, on peut les appeler Dar al-Islam? Ça mérite de poser la question de la territorialité. Maintenant, je pense que si on doit la poser, elle doit se poser au niveau d'une civilisation qui est en train de devenir. Et là, les musulmans, en posant la question de la territorialité de ce monde qui est en train de devenir un, doivent s'engager dans ces débats du développement durable, sur le plan économique, écologique, social et même spirituel. Donc il y a, parce qu'on sentira finalement cette appartenance à ce monde, on doit, à un moment donné, s'impliquer dans ces débats qui deviennent globaux. On n'a plus des débats qui touchent une civilisation et pas l'autre. Aujourd'hui, le monde est globalisé, le monde est mondialisé, et quand il y a une question qui nous touche, tout à l'heure on a posé la question du système bancaire, on a parlé tout à l'heure de ce qui pouvait se passer en Birmanie, en Palestine ou ailleurs. Toutes ces questions-là maintenant nous touchent. Donc la question de la territorialité, elle se pose à un niveau supérieur, où finalement c'est toutes les thématiques et tous les débats de ce monde, on doit se sentir concerné. Pour sortir de l'état végétatif, pour s'ancrer dans ce monde qui est en train de devenir. Maintenant, à un niveau inférieur, pour ne pas non plus, parce qu'il y a le risque de se perdre également dans un espèce d'universalisme abstrait, c'est que en France, il y a eu des immigrations musulmanes. Et là, l'auditoire qui est là, on a des gens qui sont venus du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, de Turquie, d'Asie.
Et dans l'état actuel du monde musulman, il est vraisemblable qu'on ne se serait sûrement pas rencontré. Donc on ne rencontre pas que l'Occident, on rencontre également des traditions musulmanes, des rapports aux sources musulmanes. Et la question de la territorialité, c'est d'être capable à un moment donné de se poser en termes spirituels le ou l'essence de notre présence en Europe, de notre présence, de notre ancrage en Europe. Nos parents sont venus et beaucoup d'entre nous sont nés ici. Donc il y a un rapport qui se fait assez naturellement vis-à-vis de ce pays qui est le nôtre, mais en même temps, nous sommes brouillés par tout un patrimoine où on est encore à considérer que c'est pas forcément ici une dar al-Islam, c'est pas forcément musulman. C'est-à-dire, si vous posez la question à des musulmans, est-ce que vous préfériez être enterré ici ou dans le monde musulman, on a l'impression que c'est pas la même terre. On a l'impression qu'il fait plus froid ici, c'est moins chaleureux, et que dans le monde musulman, bon, il y a le soleil, et que bon, bah, le passage dans l'au-delà sera plus sympa. Tout ça pour dire qu'il y a un double rapport à la territorialité, le monde, mais également ce que nous on est en train de vivre, et c'est assez singulier c'est assez singulier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au même moment où on s'ancre en tant que musulman, avec l'histoire qui est la nôtre dans cette société sécularisée, la France et l'Europe, on a différentes immigrations musulmanes qui sont en train de créer, bon gré mal gré, un espace où différentes histoires musulmanes vont pouvoir se synthétiser. Donc il y a un ancrage, il y a la territorialité, c'est pas juste de dire le monde, c'est également dire en France il y a quelque chose. Dieu s'il nous a emmenés, s'il a permis un déplacement aussi vaste, aussi nombreux, de différentes immigrations musulmanes, ici, en France, il y a peut-être un message que nous apportons et que nous devons incarner pour la société française, mais également parce qu'il y a des Turcs, des Asiatiques, parce qu'il y a des Africains, des Maghrébins, des Bosniaques, donc des Européens. Cette synthèse qui fait qu'on se côtoie tous les jours dans les édifices religieux, dans la mosquée, font qu'on est en train de créer quelque chose d'assez unique dans l'histoire. C'est-à-dire que cette synthèse fait, même à travers les mariages, à travers le fait qu'aujourd'hui, à travers les Turcs, j'ai découvert l'école des Hanafites. Et les Turcs, moi qui suis marocain, ont découvert l'école malikite, et vice-versa. Et on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc s'il y a une question de territorialisation, c'est également de penser quels sont les sens à cette immigration et quelle synthèse on peut opérer et quel message on peut envoyer au monde musulman. Parce que je pense sincèrement qu'on peut envoyer un véritable message au monde musulman. Et pour terminer sur Malik Benabi, oui, Malik Benabi, ce n'était pas quelqu'un qui théorisait, pour théoriser, mais il théorisait à partir de ses expériences concrètes. Et aujourd'hui, cette pensée pragmatique, c'est ce qui manque aux musulmans, notamment en France. Vous les regardez quand ils sont engagés dans la question sociale, on est en train de reprendre d'autres traditions philosophiques, politiques, pour essayer de faire de s'engager dans les quartiers populaires, par exemple. Alors que, voilà, on a des gens comme Malcolm X, par exemple, qui ont théorisé à partir de leur expérience concrète. Et on a un discours qui parlait aux masses. Benabi, dans un autre registre, l'a fait, a théorisé à partir de ses expériences concrètes. Il disait une chose, penser, c'est voir et entendre. Donc c'est avec les 5 sens, avec tous ces sens. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, les communautés musulmanes en France ont des problèmes. On ne sait pas théoriser nos expériences. On ne sait pas faire de la place à des gens qui pensent bien. On a des femmes et des hommes qui sont extrêmement pertinents dans cette communauté. Mais où est l'espace pour qu'ils réfléchissent? Où sont les espaces de valorisation de nos talents? Il n'y en a pas. Très peu. Ou peut-être de manière extrêmement confidentielle. Donc, il ne théorisait pas pour théoriser, il théorisait à partir de ses expériences concrètes, et ça c'est peut-être quelque chose qu'on doit avoir, dont on doit s'inspirer aujourd'hui en France. Il reste 5 minutes encore pour d'autres questions. Je présenterai l'intervenant. Merci. Oui, allez. J'ai une petite question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure à propos des 3 notions dont parlait Malik Benabi, qui est le capital, enfin l'agriculture,
Non, la culture, c'est ça? Culture. Culture, travail et capital. Pensée, travail, capital. Non, culture, travail et capital. Culture, travail et capital. Au niveau de la société, c'est ça? Ouais, enfin, En termes d'orientation. en termes d'orientation, voilà, que c'est les 3 points auxquels il a attaché beaucoup de... Et donc, moi, c'est par capital, qu'est-ce qu'il entendait? C'est ça ma question. Merci. Juste un commentaire par rapport au monsieur qui parlait tout à l'heure, qui a parlé 4 fois de post-modernité. Alors, pour moi, ça n'existe pas, de la même façon qu'on ne parle pas de néolibéralisme et qu'il y a un libéralisme tout court. Enfin, c'est une question de terminologie, mais je pense que c'est important. C'est préférable plutôt de dire qu'on est dans le capitalisme réel et non pas de post-modernité. Mais bon, ça, c'est de la terminologie, mais je pense que c'est important, parce que la modernité est ce qu'elle a toujours été. Enfin, je pense, c'est mon point de vue. Et donc, au niveau du capital, c'était ma question. Qu'est-ce que l'argent? Son approche est intéressante et son approche, en fait, il fait déjà la distinction entre ce qu'on appelle le capital et l'épargne. Le capital, pour résumer la pensée de Benabi, c'est de l'épargne qui circule. Je donne un exemple. Aujourd'hui, il y a autant de comptes en banque que d'individus dans la salle. Chacun place de l'argent régulièrement dans son compte. Que certains sont débiteurs, mais c'est pas grave, là n'est pas la question. Mais là où la réflexion de Benabi est intéressante par rapport au capital, c'est que pour le monde musulman, très souvent, et encore aujourd'hui, nous ici, on se pose la question dans nos communautés, on se dit, bon, on n'a pas de mécène, on n'a pas de classe moyenne, on n'a pas d'individus qui possèdent assez de richesse pour investir. Lui, Benabi prend le contre-pied de cette pensée, qui était déjà valable dans les sociétés du Maghreb. Il dit c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. C'est-à-dire que l'argent, et ça c'est même les propriétés en termes d'économie conventionnelle, plus elle circule, plus elle crée de la richesse. Et c'est quand le capital devient immobile qu'il devient épargne. Donc c'est très bien, ça peut être une bonne chose, ça peut aider les banques à investir elles-mêmes, mais ça n'aide pas une communauté, ça n'aide pas une société à investir. Et aujourd'hui, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de changer finalement cette mentalité que nous avons en se disant, bon ben voilà, on est des fils d'ouvriers, la majorité d'entre nous, on n'a pas assez de gens qui ont de l'argent. Non, lui dit c'est d'abord une conscience que ton argent, c'est une multitude d'argent qui peut créer une dynamique. Et aujourd'hui, on le voit, on a encore cette pensée, et on est très loin de cette idée de conscience. Regardez aujourd'hui, prenez le marché du halal. Est-ce qu'on en bénéficie aujourd'hui, nous? Qui en bénéficie? Ce serait intéressant de se poser la question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on consomme. On pense que c'est forcément des gens riches qui vont sauver la mise. Et de l'autre côté, on passe à côté de notre réel pouvoir, c'est celui de consommer. Peu importe la bourse qu'on a, peu importe le salaire qu'on a. C'est d'être capable finalement d'orienter mon capital. Si demain, on se dit, bon, on arrête d'aller consommer dans tel et tel supermarché. Et on va consommer que chez les musulmans. La conscience que nous, on va pouvoir avoir, va orienter, va permettre à un individu de s'enrichir et lui-même va redistribuer cette richesse, va créer de l'emploi. Et c'est de cette manière où, à un moment donné, il doit y avoir une conscience collective qui va permettre d'orienter le capital. Et quand on oriente le capital, on crée de l'emploi. Donc on oriente le travail. Mais pour orienter le travail et le capital, il faut orienter la culture. Parce qu'on ne peut pas rester autant divisé que comme on l'est. On ne peut pas rester à un moment donné les dindons de la farce. Ceux qui consomment du foie gras halal, si tant est que ça existe, ou n'importe quel jambon de dinde halal, pendant que les industriels de ce pays, pendant que notre communauté aurait besoin de fonds pour ne serait-ce que ancrer sa présence ici, ne serait-ce que pour créer des institutions. Nous, on le sait très bien, la FPI, ça fait 3 ans qu'on existe. Vous croyez qu'il y a des gens qui sont venus financer? Mais personne. Ah, c'est super ce que vous faites. Je pense qu'à l'IMS, ça doit être la même chose, mais à un moment donné, on est livré à nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette conscience communautaire. Il n'y a pas d'orientation de capital. Il n'y a pas de création de travail. Où sont combien de frères sont sans emploi aujourd'hui? Combien de sœurs, parce qu'elles portent le hijab, n'ont pas d'emploi? Et alors que nous, on a un marché qui était estimé il y a encore quelques années à 5 milliards d'euros, on n'est même pas capable de se l'approprier pour créer de l'emploi chez nous. Il y a quand même une question à
Il y a quand même une question fondamentale à se poser, c'est qu'à un moment donné, et d'ailleurs cette question de la conscience, on ne la pose même pas dans les mosquées. Bon, il y a avoir prié vendredi, comme beaucoup d'entre vous ici, c'est les discours, voilà, c'est la cassette, je crois qu'on a remis la veille, ou le CD qu'on a mis l'année d'avant, et c'est les mêmes discours. J'ai l'impression qu'il y a 52 discours possibles dans les mosquées de France, et que chaque semaine, il y en a un. Non, à un moment donné, il y a des questions concrètes qu'il faut se poser. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, on doit se la poser individuellement, mais on doit à un moment donné se dire que j'ai tout intérêt à donner mon argent et que cet argent reste dans la communauté pour que cette communauté puisse être assez forte, puissante économiquement, politiquement, intellectuellement pour créer des institutions. Et c'est une fois qu'on a créé des institutions qu'on nous respectera. Bravo. Si je comprends bien, il est pour une utilisation intelligente du système capitaliste tel qu'il est depuis 2 siècles et demi. Pour pas dire plus. Quand il parle de capital, il ne parle pas de capitalisme. Je parle de capital en tant qu'épargne qui circule parmi les membres d'une même société. C'est de l'argent, on est d'accord. Ah, mais le capital, c'est pas du capitalisme. Ah si. Le capital égale argent. Ah si, capital égale argent. Non, le capitalisme en tant que système, vous parlez, non, c'est ça? Non, je parle. Parce que quand vous parliez de rester entre communautés et de faire des transactions entre nous, etc. Donc on parle, il faut bien une monnaie, quelque chose. Alors moi, c'était pas mon sujet. Est-ce que par le terme capital, on entend que l'aspect financier, économique? Est-ce que dans le capital, il n'y a pas la dimension intellectuelle, il n'y a pas la dimension spirituelle, il n'y a pas la dimension Moi, j'entends le capital dans le sens économique, on va dire. Non, dans le sens de milieu. Capital, c'est capital culturel, et capital. Mais non, dans le sens capital égale argent, parce qu'au fond, on ne le dit pas, mais c'est ça. Et moi, la question que je pose, c'est, ça me permettra de savoir si c'est une pensée radicale ou pas, tout simplement. Est-ce qu'il est, pour ce monde tel qu'il est, d'un point de vue... est-ce qu'il est pour faire sauter le capital tel qu'il est, au fond de lui, aujourd'hui, est-ce que c'est ça qu'il pense, ou est-ce qu'il est juste pour, comme on entend depuis... de tout ce qui a traversé la pensée du XXe siècle, une réorganisation, une réorientation, une utilisation plus intelligente du capitalisme, mais au fond c'est très lié, c'est la même chose. Alors lui, non, c'est pas forcément dans ce sens-là qu'il l'entrevoit. Lui, le capital, en fait, pour lui, c'est une notion importante pour qu'une société se développe sur le plan économique. Et lui, pour lui, le développement économique, il est important parce qu'on ne peut pas dire à des membres d'une société c'est haram zina quand les membres de cette même société n'ont pas assez pour se marier. On ne peut pas dire à des membres d'une société quels sont les mérites du mariage, comme si on ne les savait pas, et ne pas leur trouver des solutions pour justement cet épanouissement émotionnel, cet épanouissement personnel, individuel. Mais il ne pose pas la question en termes de faire sauter un système. Pour lui, on est encore très loin. Il y a des étapes entre faire sauter un système et la situation dans laquelle lui y pensait. Et puis je pense qu'aujourd'hui, nous, faire sauter un... Quand je dis faire sauter, c'est une image, mais arriver à prendre en compte le tout, et ne rien laisser, ne pas laisser une partie toute seule, c'est-à-dire que ne pas prendre en considération l'aliénation par le capitalisme. Pour moi, il faut être radical à ce niveau-là, sinon on peut faire tout ce qu'on veut, même spirituellement, même si c'est plus important, je suis d'accord avec vous. Mais tant que l'État existe, parce que la révolution néolithique a fait basculer le monde quand même, on est passé de société organique, immanente, à un État, à une société. Et depuis, le capitalisme, tout le monde pense qu'il existe depuis 2 siècles et demi, mais il existe depuis 30 000 ans. Donc tout à l'heure on parlait de décadence dans la civilisation islamique, les différents stades. Moi je pense que de toute façon, étant donné que le capitalisme existe depuis 30 000 ans, depuis le début de l'agriculture, donc je pense que peu importe ce qui se passe, et de toute façon tout est lié, le spirituel et le matériel de toute façon, donc je pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on arrive au bout, et que de toute façon, comment dire, il faut soit péter l'État, entre guillemets, être radical à ce niveau-là, et en même temps faire un travail par le cœur, là je suis tout à fait d'accord. Les deux doivent être liés, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut les deux. Et si on n'a pas une pensée radicale au niveau du capitalisme, je pense que, parce que capital égale capitalisme, ça c'est des mensonges de dire que capital égale argent, il suffit de lire Karl Marx pour le... C'est pas la même définition que Karl Marx. Mais
il n'a pas été beaucoup compris ce mec-là non plus, mais bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que capital égale argent, qu'on le veuille ou non, et que si on ne revient pas à une société organique immanente, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. En plus des problèmes spirituels, on parlait de l'Empire ottoman, c'est beaucoup cher Imran Hussein, c'est une création du Dajjal aussi, on peut le dire. Donc, tout est plus ou moins lié. Et le capitalisme, on l'oublie dans les musulmans, même érudits, même Cheikh Imran Hussein en parle, mais pas assez, je trouve. De la même façon qu'il ne parle pas aussi assez du tawahid principiel, mais il parle beaucoup du tawahid formel. Et je pense qu'on pourrait globaliser un peu plus tout ça, et déjà que le Cheikh Imran Hussein parle à beaucoup de monde, même des athées, des juifs, des chrétiens, etc., il pourrait ouvrir encore une raison encore plus grande en parlant de la tradition primordiale qui traverse vraiment l'histoire des hommes. Et je pense qu'on pourrait un petit peu prendre en compte le tout, rajouter le capitalisme et la tradition primordiale dans la réflexion purement musulmane, islamiste. La radicalité, elle est moins sur le plan social, elle est davantage sur le plan moral. S'il y a un radicalisme à avoir dans la pensée de Malek Benabi, si on peut avoir un radicalisme dans la pensée de Malek Benabi, c'est sur le plan moral. Il faut être à la hauteur. Il ne suffit pas, parce que l'écueil, et lui en tout cas c'est comme ça qu'il le pense, l'écueil de tous ceux qui sont dans une approche politique, radicaliste, révolutionnaire telle qu'on l'entrevoit ici en Occident. Mais la révolution, en fait, c'est toujours... on n'est pas capable d'incarner déjà le changement qu'on espère pour la société. Ça, pour Benabi, c'est impossible. Et lui s'inscrit pleinement dans l'école réformiste de l'islam. On ne peut pas promouvoir un changement social quand vous-même, sur le plan social, avec votre famille, et vous vis-à-vis de vous-même, vous n'êtes pas à la hauteur. C'est-à-dire que pour lui, c'est vraiment, j'en parlais au départ, vraiment cette transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'être un saint pour changer au niveau social, mais c'est une dynamique qui se met en place. C'est-à-dire que quand on regarde même l'époque prophétique, Dar al-Arqam, c'est sur le plan moral. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il y avait les mêmes problématiques qu'à l'époque de Médine? Non. Mais c'est quand même tout ce travail de 13 ans, dans une société où on était minoritaire, où on n'était même pas un pouvoir, même pas respecté, et qui avait un système pour le coup à faire péter. Puisque l'islam dit clairement, un Dieu, vous en avez 300, virez-les-moi. C'est ça. Et là, il y a une radicalité. Il y a une radicalité de l'islam dans un contexte de la jahiliya. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il rentre avec les trucs la nuit, avec 10 ou 15 sahaba, allez hop, c'est bon, on fait le truc? Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'à un moment donné, la victoire de l'humanité, elle ne se fait pas des hommes, elle ne sépare pas, elle ne se fait pas au détriment des autres hommes. Elle se fait de manière inclusive. Donc, moi, parce qu'à un moment donné, je suis dans une morale, je ne sombre pas dans du politique, je ne mets pas mon ego en avant. Parce que si je le mets en avant, alors l'autre devient mon ennemi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas agi comme ça. Et donc lui, il s'inscrit dans cette tradition prophétique où le colon français qu'il colonisait, on ne voit pas de traces dans ses ouvrages. Il n'y a pas de rancœur. Et pourtant, il critique, il est extrêmement radical sur la critique du colonialisme. Mais lui, il est déjà à deux mains. Il ne fait pas le jeu de Satan, ni d'un antéchrist qui que ce soit. Il sait très bien qu'il y a une unité des hommes créée par l'unique. Et qu'au nom de l'unicité, on doit cheminer vers l'unité. Même si ça doit à un moment donné être difficile, même si à un moment donné on n'aura pas le pouvoir, même si on aura un sentiment de faiblesse, c'est que l'ego qui est en train de s'éduquer. Mais demain, le pouvoir, la victoire, c'est la victoire du bien. Et la victoire prend le bien par rapport au mal prend l'escalier là où malheureusement le mensonge, la vilainie prend l'ascenseur. Mais tôt ou tard, c'est toujours le bien qui gagne. C'est trop long, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même. On va t'obliger. Vraiment, c'est une question, mais là, vraiment rapidement. Il faut répondre vraiment de façon instantanée. Ma question, c'est qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous, musulmans, qui font partie de cette société, on est là, on est passionnaire, on est conscient de tous ces problèmes, on a participé tous dans des débats comme ça. On a le diagnostic de Ibn Nabi et d'autres, et on a l'ordonnance qu'il a laissée depuis des années,
Et là, on hésite à prendre le médicament. C'est ça la question que je me pose. Pourquoi? Parce que déjà, le malade ne connaît toujours pas sa maladie et il est content, depuis plusieurs décennies, de se plaindre d'une maladie qu'il ressent, mais qu'il ne saurait pas décrire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est malade, on va voir le médecin. Et à la fin, dans l'ordonnance, on attend des prescriptions, on attend une analyse concrète du mal que l'on a. Nous, les musulmans, on a cette capacité finalement à ressentir la douleur, à la vivre, à la trouver même au final très agréable, parce que finalement, ça nous permet de nous plaindre. Non, mais ils nous aiment pas. Non, mais ils savent pas. Et on a un mal-être. Il y a un mal-être, mais on ne veut toujours pas regarder ce mal-être en face. Ça fait plus de 100 ans que ça dure. Il y a un mal-être, il y a un choc colonial, très bien. Mais le choc colonial, le Japon l'a reçu en même temps que nous. Et économiquement, ils étaient au même niveau que le monde musulman. Bah, regardez aujourd'hui le Japon. La Chine, ils l'ont connu au même moment que nous. Ils ont fait une révolution culturelle il y a 60 ans, ils ont changé leurs habitudes. Regardez aujourd'hui comment on parle aux Chinois. Donc nous, on est encore dans la salle d'attente. On n'est ni dans l'histoire, ni dans le passé, ni dans le présent, ni ancré, ni connecté. Et on est toujours là à se dire, oui, j'ai mal, je me plains, mais je ne veux pas savoir, je ne veux pas faire un vrai diagnostic. Et je ne veux toujours pas arrêter de parler, parce que la question que vous posez, monsieur, on la pose tout le temps. Il y a un moment donné, il faut arrêter de poser la question, ce sera déjà le début du changement. C'est de faire. Et la question, elle ne se pose pas au niveau ni du capital, ni du travail, ni quoi que ce soit. C'est la conscience, c'est faire, il faut agir, il faut créer une dynamique. Mais quand on voit que finalement, on est atomisé, chacun est dans son coin, regardez l'ambiance dans les mosquées, là où normalement on devrait trouver cette locomotive, où celui qui prie à côté de l'autre ne parle même pas à l'autre, où la femme qui a le hijab ne parle pas à celle qui ne l'a pas, et vice-versa. Mais comment voulez-vous, et sans parler des hommes et des femmes, bon ça pourrait être un autre sujet, mais il n'y a pas, quand vous voyez qu'entre les hommes et les femmes, les discussions sont soit de la séduction à outrance, soit de l'indifférence à outrance, comment voulez-vous qu'on construise ensemble? Il y a un moment donné, on arrête de poser la question et on retrouve de l'humain. C'est de l'humain qu'il faut. Il n'y a pas de recette, il y a de l'humain. Créer une dynamique. Et c'est sortir du sentiment de fraternité pour fraterniser. Donc le jour où on aura quelqu'un qui fait des études et qu'on lui dira, tiens mon frère, moi je mise sur toi, je te donne de l'argent. Quand on se souciera d'une sœur qui n'arrive pas à trouver un mari, quand on se souciera finalement de se réapproprier le marché du halal, mais là vous verrez que les choses vont changer. Et c'est là que Dieu te donne, parce que tu le mérites, parce qu'il y a une conscience. Mais pas avant, pas dans cet état-là, pas dans les... on n'a pas encore mis de parfum, on ne s'est pas habillé, on est encore très loin de tout ça. Donc il faut retrouver de la simplicité, de l'humain, et vraiment de l'amour entre nous. Ça peut paraître un peu, mais vraiment. Alors, on va, parce que c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, on va essayer de 30 secondes, après vraiment... Non, c'est pas une question. D'accord. Juste pour abonder dans le sens de Jamal, quand on parle, il a parlé des mosquées, quand il a parlé sur le marché du halal qui représente 5 milliards d'euros. Je ne sais pas si tout le monde est au courant. Le partenariat qui était leader sur le marché du halal, c'était AVS avec Isla Délice. Au bout de, je ne sais pas, 15 ans de partenariat, ensuite il y a eu une rupture. Pourquoi? Parce que AVS refusait que Isla Délice pratique l'électronarcose. Donc ça, on le sait. Donc, et subitement, dans les musulmans, subitement, donc il y a eu une rupture donc, de leur contrat, etc. Et une autre organisation signe avec Isla Délice, et aujourd'hui ça existe. Donc je ne sais, c'est à se demander, voilà, c'est à se... Je ne sais pas qui a tort, qui a raison. Mais nous sommes musulmans. Normalement, sur ce plan-là, normalement, nos savants, si on veut dire nos chouyours ici, ils devraient être très unanimes sur la question. Et on rend une relation commerciale avec Isla Délice, qui est par AVS, donc depuis la Renaissance, et tout de suite après. Donc il y a une autre organisation aussi importante qui, elle, signe le contrat et qui accepte le fait que... Non seulement, voilà dans quelle situation on se trouve. Tu mets le doigt sur un sujet extrêmement important. Je pense qu'il y a la conscience dont on parlait, et il y a également des égos. À un moment donné, il y a des égos individuels dans notre communauté. Des égos individuels et il y a des égos collectifs. Et très souvent, les égos individuels
sont très souvent, pas tout le temps, mais très souvent à la tête de ces collectifs. Et donc il ne peut pas y avoir de passerelle. Donc Isladélisme se régale de nos divisions. Le premier qui devient oppresseur. Oui, complètement. Mais il y a un vrai problème de conscience, il y a un vrai problème d'ego, et je pense peut-être pour terminer un dernier point qui fera peut-être un petit peu le lien avec une thématique qui est importante. On a parlé des ulama. Quand on voit finalement la définition qu'on donne au mot halal, elle est à l'image de notre communauté, pas à la hauteur du tout. Comment se fait-il qu'on soit encore dans du productivisme, qu'on soit une communauté qui ne cherche qu'à manger de la viande et enfin, je veux dire, quand vous voyez les sandwichs qu'il y a dans nos trucs, 1 kilo de steak, mais comment voulez-vous qu'on change, nous, et qu'on change le monde quand vous voyez autant de grammes dans un sandwich? Et à un moment donné, nos ulama ont une responsabilité sur le halal. Le halal, c'est un développement local, c'est un rapport écologique avec le monde, avec la bête qui a des droits. Mais il y a un amour à avoir vis-à-vis de la nature. Bon, déjà qu'on n'a pas d'amour avec nous, on en a moins avec la nature, mais il y aurait un grand chantier à ouvrir. Alors, on remercie l'intervenant. Je le présente juste très rapidement. Il est chercheur à l'EPHE. Donc, l'école pratique d'autres études, il fait une recherche sur le réformisme musulman en général et Malik Benabi en particulier. D'accord. Voilà, et en même temps, il est un des membres fondateurs donc, de l'AFPI, donc l'Académie française de la pensée islamique. On termine par une petite dua, une petite fatiha. Tu veux faire la dua? Ok. À part, c'est peut-être une dernière quelque chose, une remarque? Non, c'est bon. D'accord, on va clôturer, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم لا تدع في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر لنا وتب علينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.